Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous sommes dans un milieu rural, en Pennsylvanie, le lieu de retraite de Fethullah Gülen. Je suis Philip Crowther, correspondant de France 24 auprès de la Maison-Blanche. Et je suis Lila Jacinto, chroniqueur international de France 24. Autrefois qualifié de deuxième homme le plus puissant de la Turquie, aujourd'hui Fethullah Gülen est l'homme le plus recherché de son pays. Le gouvernement turc l'accuse d'être le cerveau derrière la tentative de coup d'État de juillet 2016. C'est une accusation que le prédicateur turc nie. La Turquie a demandé son extradition des États-Unis où il vit en exil depuis 1999, ici même. Notre invité pour l'entretien de France 24 aujourd'hui est Fethullah Gülen. Monsieur Gülen, merci beaucoup pour votre temps. Monsieur le président turc Erdogan a dit qu'il a assez de preuves que vous êtes le cerveau derrière la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Et le président Donald Trump a une relation étroite, semble être un allié très proche du président Erdogan. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité réelle, un risque que vous soyez extradé des États-Unis vers la Turquie durant la présidence de M. Trump? Je ne prends pas au sérieux cette proximité, cette alliance ou cette menace. Parce que quelle que soit l'opinion personnelle de M. Trump en ce qui concerne mon mouvement ou moi-même, je ne pense pas que lui ou qu'un autre président américain risquerait de ternir la réputation des États-Unis dans le monde. Et je ne pense pas qu'il se soumettrait à ces exigences déraisonnables de la part du président turc. Donc cette éventualité ne m'inquiète pas. Je ne pense pas qu'un président, qu'il soit républicain ou démocrate, risquerait de ternir la réputation des États-Unis dans le monde. Erdogan essaie de se renforcer en rejetant la faute sur nous et il essaie d'utiliser le putsch raté pour persécuter encore davantage ce mouvement et pour rejeter la faute sur moi. Cette accusation n'est pas raisonnable. Et donc, je réitère mon invitation au président turc pour qu'il permette la création d'une commission internationale. Elle pourrait intégrer des membres de l'OTAN, des membres du Parlement européen. Il pourrait y avoir des membres de la Cour pénale internationale de l'Haye. Il faut les laisser mener une enquête sur cet incident depuis le début jusqu'à la fin. Il faut les laisser procéder à une analyse détaillée et s'ils arrivent à une conclusion et qu'ils trouvent même un lien infime avec moi, eh bien, de mon propre chef, j'achèterai mon billet pour quitter ce pays. Vous avez évoqué l'ampleur de la volonté du gouvernement turc de vous poursuivre. Ce ne fut pas toujours le cas entre vous et le président Erdogan. Vous étiez des alliés il y a à peine 5 ans et maintenant vous êtes devenu l'ennemi public numéro 1. Est-ce que ce sentiment est partagé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais considéré personne comme étant mon ennemi. Je ne ressens pas de haine ou de sentiment de vengeance à son encontre, mais lui, peut-être. J'ai fait des choses, peut-être que je l'avais alerté. Par exemple, j'ai écrit ce que je pensais de la meilleure manière de gérer la situation avec les Kurdes. Je lui ai dit que le fait de les bombarder ou de prendre des mesures militaires très dures à leur encontre ne les rendrait pas obéissants. Je n'ai jamais été un homme politique à proprement parler. Je n'ai jamais été un de ses soutiens. Je n'ai jamais été proche de lui non plus. Je l'ai rencontré à 2 ou 3 reprises, notamment lorsqu'il a créé son parti. Il m'a rendu visite, m'a demandé des conseils et je lui ai livré ma vision de ce qui, selon moi, était le mieux pour son parti. Plus tard, il y a eu un match de football caritatif pour la Bosnie. Il est venu et s'est assis à côté de moi et quelqu'un a pris une photo. Et plus tard, de nombreux journaux ont utilisé à de nombreuses reprises cette photo pour expliquer que nous étions amis. Nous n'avons jamais été amis, nous n'avons jamais eu ce type de lien ou de proximité. Mais pendant un moment, en raison de l'approche conciliante du parti, on a peut-être dit à nos amis de voter pour lui. Nous le considérions comme un moindre mal selon la loi islamique.
Vous dites que vous n'avez jamais joué un rôle politique, mais le gouvernement turc, en ce qui concerne la tentative de coup d'État de juillet 2016, prétend que vous avez politiquement encouragé les meneurs sur le terrain. Pour que les choses soient claires, étiez-vous en contact avec eux? Est-ce que vous les avez encouragés de quelque manière que ce soit? Lorsqu'on fait de telles affirmations, il faut le prouver. Cela fait 18 ans que je suis aux États-Unis. Je ne sais pas qui sont les soldats, qui sont les commandants. Je ne connais pas leur grade. Je ne sais pas s'ils m'écouteraient ou pas. Il se peut que certains d'entre eux me connaissent parce que j'ai prêché pendant 50 ou 60 ans dans des mosquées lors de conférences. Vous êtes ici depuis 18 ans. Entre-temps, à l'intérieur de la Turquie, avec la tentative de coup d'État, il y a eu 200 morts. Après la tentative de coup d'État, il y a eu des purges. Plus de 150 000 personnes ont perdu leur emploi. Plus de 50 000 personnes ont été arrêtées. Parmi les victimes de ces purges avec lesquelles j'ai pu m'entretenir, des gulenistes, les partisans de votre mouvement, sont particulièrement touchés. Certaines victimes des purges se mobilisent maintenant, elles demandent justice, mais vos partisans semblent n'avoir aucun recours en réparation. Ils semblent être particulièrement lésés. En tant que chef, pourquoi ne leur avez-vous pas fourni une stratégie de survie? Ils n'ont entrepris aucune action violente et cela continuera. Je n'ai rien pu leur dire parce que le gouvernement a coupé tous les canaux à travers lesquels je pouvais communiquer avec eux. Les artères du système, tous les canaux de communication sont bouchés. Ils ont fermé les journaux, ils ont fermé les stations de télé. Il n'y a que les groupes de médias qui représentent les opinions du gouvernement qui peuvent fonctionner. C'est comme ça qu'ils façonnent l'opinion publique. Parmi les membres de l'opposition, les Turcs qui s'opposent au gouvernement, comme vous l'avez dit, les partis d'opposition laïques, y compris, ont peu de sympathie pour vos partisans. Ils croient que vos partisans récoltent ce qu'ils ont semé. Qu'il y a plus de 5 ans, ils avaient infiltré la bureaucratie de l'État, les services de sécurité de l'État, le pouvoir judiciaire, qu'à ce moment-là, ils ont pris des mesures de répression contre les gens et c'est la raison pour laquelle vos partisans ont perdu le soutien de beaucoup de Turcs. Que répondez-vous à ces accusations? C'est le parti au pouvoir qui a rendu ces procès contre les officiers possibles. Erdogan était Premier ministre et il a dit publiquement qu'il était lui-même le procureur. Il a été dit qu'Erdogan avait demandé que le chef d'état-major soit emprisonné. Apparemment, c'est comme cela qu'il voulait contrôler les forces militaires. Une fois que cela a été fait, il a commencé à cibler mon mouvement. Alors pourquoi est-ce qu'il a commencé à cibler mon mouvement? Il y a de nombreuses raisons. Je pense que l'une d'entre elles, c'est que ce mouvement a créé des écoles et des institutions dans de nombreux pays, mais sans suivre la volonté d'Erdogan. Erdogan s'attend à ce que les écoles chantent ses louanges, qu'on le présente comme un calife, comme un guide des musulmans dans le monde. Et Erdogan ne peut pas le comprendre, donc il a décidé de cibler notre mouvement parce que selon lui, c'est ce que sa foi lui ordonne. Monsieur Gülen, ici même aux États-Unis, votre présence semble être entourée de secrets et d'opacité. Vous vivez caché ici dans les montagnes. Votre mouvement possède des journaux, des écoles et des entreprises. Tous ces organismes sont alignés sur le mouvement Gülen, bien qu'aucun d'entre eux ne se serve de votre nom. Pourquoi ce manque de transparence? Qu'est-ce que vous cachez? À ceux qui affirment qu'il y a un manque de transparence, je leur donne une carte blanche. Si vous pensez que certaines institutions ont des choses à cacher, eh bien, permettez aux unités d'enquête, aux agences de renseignement, au FBI de mener des enquêtes sur ces institutions.
J'ai rencontré un membre du Congrès et après que je lui ai dit cela, il a affirmé qu'il était satisfait sur cette question de la transparence. Et je n'ai jamais dit à quiconque que cela avait quelque chose à voir avec moi. Donc ce n'est pas une question de transparence ou de secret. C'est tout simplement le fait que moi j'exprime une idée. Et cette idée est la suivante. L'éducation est le meilleur moyen de régler les problèmes sociétaux. Cela fait des décennies que je le dis. Et ceux qui croient en cette idée ont créé des écoles dans 170 pays. Et je connais à peine 0,1% de ces personnes qui ont créé des écoles. Il se peut qu'ils me connaissent, mais ce n'est pas du secret. Et donc, ceux qui affirment que c'est du secret, et quel que soit ce qu'ils attendent au niveau de la transparence, eh bien qu'ils enquêtent. Permettez-moi de vous poser la question suivante, monsieur. Il y a eu beaucoup de reportages et beaucoup de spéculations au sujet de vous et de votre mouvement, qui est souvent décrit comme une secte. Êtes-vous le leader d'une secte? Je ne m'aime pas et je ne cherche pas à ce qu'on m'aime. Je me considère comme le plus petit des êtres humains. Et si je peux trouver le salut, ce ne sera que par la miséricorde de Dieu. Je me considère comme une personne misérable. Pour revenir à l'enquête en cours sur la tentative de coup d'État, beaucoup de Turcs m'ont demandé de vous poser la question suivante parce qu'ils sont très curieux. Jusqu'à maintenant, le dossier du gouvernement semble dépendre d'un seul homme. Il s'appelle Adil Oksuz. Le gouvernement dit que c'était un prédicateur, un partisan de votre mouvement. Ils prétendent qu'il a inspiré le complot en faveur du coup d'État. La nuit de la tentative de coup d'État, il a été arrêté près d'une base militaire à Ankara. Il a été retenu pendant peu de temps et relâché. Et depuis, il a disparu. Le gouvernement dit que cet homme vous a rencontré, qu'il a pris l'avion pour les États-Unis et vous a rencontré avant le coup d'État. Est-ce que vous connaissez Adil Oksuz? L'avez-vous rencontré avant la tentative de coup d'État? À une certaine période, Adil Oksuz, lorsqu'il était encore à l'école, il a intégré notre cercle d'étudiants. En ce qui concerne le coup d'État, je ne sais pas s'il est venu ici avant. Il est venu une fois il y a quelques années. J'ai vu cette photo de son enfant avec moi dans les médias. C'est ce que des centaines de personnes font, prendre une photo et faire ce type de lien reviendrait à tirer des conclusions hâtives. D'ailleurs, l'ancien président Abdullah Gül m'a rendu visite avant de devenir président ou Premier ministre. Et en ce qui concerne Adil Oksuz, il a été trouvé quelque part. Je ne me souviens plus où c'était, et ensuite ils l'ont relâché. Et ensuite, il s'est avéré qu'il y avait un lien entre lui et le renseignement turc. Bir gelenlerden bir tanesi de Milli İstihbarat'ın başındaki Hakan Fidan 2 defa geldi. Le directeur des services de renseignement, Hakan Fidan, est également venu ici à 2 reprises et il a mangé chez mon neveu à 2 reprises. Tout le monde est venu ici. Il y a des photos de moi avec tout le monde. Et donc, fonder ces affirmations sur le fait qu'on m'ait rendu visite ou qu'on ait pris des photos avec moi, c'est absurde. Nous savons qu'un grand nombre de vos partisans ont été emprisonnés en Turquie. Vous nous avez dit qu'il est de plus en plus difficile pour vous de communiquer avec vos partisans en Turquie, car, par exemple, les médias ont été fermés. Nous savons aussi qu'un bon nombre de vos écoles, par exemple en Afghanistan ou Pakistan, en Somalie, ont été fermées. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Votre mouvement est-il fini? Je ne pense pas. À certains endroits, des écoles ont été retirées à des personnes qui venaient de Turquie, ont été confiées à des locaux.
mais leurs activités se poursuivent en Asie et en Asie de l'Est, par exemple. Esir olabildiler. Yani yine o 170 küsur ülkede zannediyorum devam ediyor. Buna Amerika'da Et dahil. dans un ou deux endroits, les autorités turques ont réussi à fermer certaines écoles. Bazı arkadaşlardan ben mesmuatıma göre meseleyi ifade ediyorum. Les écoles de notre mouvement continuent de fonctionner dans 170 pays, y compris aux États-Unis, à Bruxelles, en Europe. Nabız tuttukları, kalp dinledikleri insanlara karşı bir güven hasıl olmuştu. Birdenbire öyle bir fırtınayla o meselenin yıkılacağına ihtimal vermek. Et donc, selon moi, c'est le signe que ce mouvement, qui se fonde sur l'amour, se poursuivra. Devam ettiğini gösteriyor. Devam edecek onlara rağmen. Alors que pour les hommes politiques, leur temps est compté. Ils s'en iront par des moyens démocratiques. Mais ce mouvement, qui se fonde sur l'amour, continue. Onlar olacaktır. Merci beaucoup pour votre temps, M. Gulen. Et merci beaucoup de nous avoir suivis sur France 24.